15 heures sur Télé Djibouti, bienvenue à vous dans cette édition de votre journal. Voici les principaux titres. Le parti RPP organise sa première rencontre citoyenne. Et Erdogan reçoit le président russe Vladimir Poutine après le référendum kurde en Irak. Merci à vous de nous rejoindre. Nous vous l'annoncions il y a quelques instants, une première donc pour le parti RPP avec l'organisation d'une rencontre citoyenne dont les travaux ont débuté aujourd'hui au Palais du Peuple et vont se poursuivre jusqu'à demain. Les travaux de l'université d'été donc qui se déroulent avec la participation des membres du comité exécutif du parti avec à sa tête le vice-président Abdelkader Kamil, le secrétaire général Ilyas Moussa et a vu la participation également des membres du comité central, des militants du RPP, surtout des jeunes et des femmes ainsi que des personnes non membres du parti. Les travaux de l'université du parti donc RPP, qui est toujours la principale formation qui dirige donc le pays, permettront aux participants d'engager des réflexions et de dégager des consensus pour relever les défis sociaux. Ils feront aussi des propositions pour améliorer le développement économique de notre pays. Les réflexions vont s'engager autour des thèmes multiples, à savoir la consolidation de la paix et l'unité nationale ainsi que l'égalité entre tous les citoyens comme facteur de stabilité politique et comme facteur de cohésion sociale. Les discussions vont porter également sur les moyens de savoir si le RPP suit le chemin de ses aînés après 40 ans d'indépendance. La bonne gouvernance et la justice sociale comme moyen de transformation socio-économique seront également traités, ainsi que la consolidation de la confiance entre les citoyens et les décideurs politiques. Par ailleurs, la jeunesse comme vecteur de développement et le rôle du parti dans la transformation du parti seront les thèmes de cette université d'été organisée pour la première fois par le parti RPP. Enfin, le développement du capital humain pour accompagner les infrastructures économiques et faire de l'employabilité une réponse à la fatalité de la pauvreté et de la vulnérabilité. Les travaux vont se poursuivre donc cet après-midi et demain. Les participants auront l'occasion de discuter avec le président du parti, Ismaël Omar Guelleh. À son arrivée donc au Palais du Peuple, le Premier ministre a été accueilli par le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawale, et les membres exécutifs du RPP. Également donc, juste après les animations en place à présent aux choses sérieuses pour démarrer les travaux donc de la rencontre citoyenne du RPP organisée pour la première fois. Qui a débuté donc par une lecture d'un verset du Saint-Coran par le Cheikh Gourra, suivi de la présentation du programme par le modérateur Abdelrahman. Cette rencontre a été également une occasion pour les participants de suivre un magazine sur la création, l'évolution et les grandes étapes du RPP, qui est toujours la principale formation de la coalition qui dirige donc le pays. Par la suite, l'ensemble des participants ont écouté l'hymne national du pays, suivi de l'hymne du parti RPP dans les langues nationales interprétées par les artistes présents.
Et à l'occasion donc de cette première rencontre citoyenne du parti RPP, dont les travaux vont durer 2 jours, le Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed est intervenu donc devant les participants. Dans son intervention, il a précisé que la création du RPP a été une prise de conscience de la volonté des aînés de contrôler l'appareil économique et organiser l'expansion dans l'intérêt du pays. Il a salué la contribution de la jeunesse sur qui reposent les grands défis actuels. Il a souligné également l'engagement des militants du RPP qui ont résisté aux sirènes de certains idéaux opposés aux valeurs portées par le RPP. Le RPP doit tout faire pour consolider, a-t-il dit, les acquis et se choisir la meilleure voie pour les années à venir. Nous l'écoutons. Pour commencer, permettez-moi d'adresser, au nom du comité exécutif de notre parti et à mon nom propre, les remerciements les plus chaleureux à tous les militants et militantes et à tous les citoyens du pays pour ce que vous avez accompli pour votre pays en haussant les valeurs du parti. Chers camarades, les héritiers d'un parti né il y a 40 années de cela. Ce parti est né suite à une prise de conscience et de la volonté de nos aînés, dont je distingue quelques-uns ici, mais une bonne partie d'entre eux sont morts. Je vous demande de vous lever et de lire le Fatiha. Amin. Je disais donc, ce sont les aînés qui ont créé ce parti afin de mieux contrôler l'appareil économique, de mieux maîtriser et de mieux organiser notre expansion. Et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Par leur programme cohérent et concerté, nos aînés nous ont fixé un cadre démocratique de concertation permanente, promouvoir le progrès économique et social du peuple par une participation sans cesse accrue de notre parti dans l'évolution de la société. Telle était la genèse de notre parti. Chers camarades, vous êtes le présent car vous portez sur vos épaules les grands défis actuels, défis de l'éducation et de la formation de qualité, défis de la lutte contre le chômage et la promotion de l'autonomie, le défi de la citoyenneté qui vous dicte de faire preuve en toutes circonstances de comportements exemplaires, faits des rigueurs et des respects scrupuleux du bien public. Or, cette rentrée politique est l'occasion donnée pour nous tous d'échanger et de rassembler nos idées pour améliorer et renforcer les directives de notre parti et de permettre dans le futur d'asseoir une politique nationale avisée et avertie. L'idée de se rencontrer aujourd'hui va renforcer notre dialogue interne, qui ne doit pas être seulement axé à convaincre, mais également émettre nos critiques afin de promouvoir une dynamique du militantisme. Par conséquent, contribuer à la consolidation d'un climat d'union, de paix et de cohésion sociale. Tout ceci est fidèle à notre histoire et aux legs ancestraux de notre culture de dialogue et de compromis. C'est le chemin que notre chef de file, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours eu comme fil conducteur dans son action politique l'obtention, la consolidation, la préservation de la paix et de la cohésion nationale, deux préalables pour asseoir le progrès et le développement. Camarades, j'admire aussi votre retenue car vous avez su toujours résister aux sirènes de certains idéaux opposés à nos valeurs
Persistez donc dans ce refus. Ancrez ces valeurs républicaines dans vos actes quotidiens, car c'est l'attente de notre peuple, c'est la voie pour un monde de paix et de stabilité. Notre pays a considérablement progressé sur tous les fronts. Bonne gouvernance, démocratisation, développement économique et social. Mais il faut se garder de penser que ces succès sont définitifs et ne pas oublier que le chemin parcouru a valeur d'exemple. Demeurez exigeant sur ces points en continuant d'œuvrer à la consolidation des acquis doit rester la position à adopter par chacun d'entre nous et la voie à emprunter pour notre pays dans les années à venir. Avec toutes les réalisations et les programmes en cours, je pense que nos citoyens savent maintenant qu'il n'y a pas de grandes ambitions qui ne puissent être réalisées s'ils sont unis, volontaires, tout comme cette auguste assemblée. Voilà, donc c'était l'intervention du vice-président du parti RPP, intervention Hussein, donc que nous avons suivie, et donc l'intervention qui a été prononcée lors de cette première journée d'une rencontre citoyenne, université d'été du parti RPP. Alors Hussein, quels ont été les principaux points ou les principaux sujets qui étaient à l'ordre du jour de cette première journée des travaux? Effectivement, donc au cours de cette rencontre, le premier vice-président du parti RPP a fait un discours articulé autour des points essentiels, l'héritage d'un parti donc il y a 40 ans et qui a réussi à relever depuis sa jeunesse tous les défis qui s'est posé à notre jeune nation. Le second point n'est autre que le défi de notre époque et la responsabilité de tous les militants du parti d'apporter une réponse collective afin de répondre de manière adéquate aux défis de notre époque et le multipartisme. Enfin, l'engagement de tous pour réussir l'avenir et pérenniser les acquis. En somme, un discours qui démontre donc la volonté d'un parti qui veut s'adapter aux changements et mutations de notre époque. Il faut savoir, à mettre qu'à sa création, le parti RPP avait pour mission principale de répondre aux défis d'unité nationale, de cohésion et de concorde nationale afin d'asseoir la confiance entre tous les composants de la nation. C'était il y a des ans après l'indépendance du pays où un siècle donc le colonisateur avait régné en opposant les composantes de la nation. Ainsi donc en gardant l'ossature des fondamentaux de sa jeunesse. Car cette rencontre d'aujourd'hui, le parti RPP entend également régénérer et s'adapter aux défis de notre époque. Autrement dit, le RPP ne veut pas être un parti figé dans l'immobilisme. Parmi les défis cités par le vice-président du parti RPP, notamment, j'ai cité le défi de l'éducation et de la formation de qualité, le défi de la lutte contre le chômage et la promotion de l'autonomie, le défi de la citoyenneté qui vous dicte de faire preuve en toutes les circonstances des comportements exemplaires faits de rigueur et de respect scrupuleux du bien public. Cette rentrée politique est l'occasion d'échanger, de rassembler nos idées pour améliorer et renforcer les directives de notre parti afin de permettre dans le futur d'asseoir une politique nationale avisée et avertie. Je cite. Fin de citation, Ahmed. Merci Hussein pour cette analyse. Après l'intervention du vice-président, le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Daoualé, a demandé aux participants de consolider la formation du RPP par un nouveau dynamisme émanant des jeunes qui s'impliquent davantage. Il est revenu dans une interview qu'il nous a accordée sur la première journée des travaux de la rencontre et les attentes générales après ces 2 journées de travaux. Nous l'écoutons. En paix et dans l'égalité. C'est un des thèmes, le premier thème qui va être discuté aujourd'hui. 40 ans, il y a 40 ans, bientôt, vous avez voulu ces valeurs érigées en valeurs de la République. La République a besoin d'un parti fort, a besoin des hommes et des femmes qui la conduisent. Et on a eu la chance d'avoir des grands hommes qui ont conduit ce parti et ce pays, et ces hommes se sont succédés. Aujourd'hui, nous avons encore un autre produit,
de ce parti un grand produit de qualité, le président Ismaël Omar Guelleh à sa tête. Que faire de ce parti? Les temps ne sont plus les mêmes, ce n'est plus il y a 40 ans. Le monde a changé, les défis sont plus nombreux, les enjeux sont importants, mais également les risques sont importants comme les opportunités sont importantes. Il faut des hommes et des femmes, des valeurs. Il faut des hommes et des femmes qui croient à ce qu'ils font, à ce qu'ils réalisent, à ce qu'ils agissent, à côté d'un leader, à côté d'un parti. Et ces hommes et ces femmes, on a voulu que ce soit vous, des jeunes, des cadres de l'administration, des militants de base, mais également des intellectuels, des ouvriers. Et c'est ça qui forme un parti et qui forme un pays. Et c'est pour cela qu'on a voulu que vous soyez là, parmi les participants. On sait qu'on a oublié beaucoup d'autres, mais on sait que vous saurez également leur transmettre ce message et le message de demain. Donc les participants ne sont pas les participants en temps habituel d'un comité central ou d'un congrès. C'est plus une réflexion. La réflexion ne veut pas dire des intellectuels qui vont dire des grands discours, qui vont faire des grandes théories, mais des hommes et des femmes de terrain qui comprennent et qui peuvent lier la théorie comme dans la pratique sur le terrain. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, on a invité des gens qui ne sont pas membres de notre parti, parce qu'on a envie de les convaincre. Nous avons besoin de faire ces actions de plus en plus couramment, parce qu'on aura à convaincre de plus en plus. Parce que le pays, notre parti a besoin d'une unité, a besoin de vivre en paix, et il a besoin de vivre dans l'harmonie avec lui-même, avec son peuple. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre édition, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel, la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. L'organisation de cette première rencontre citoyenne du RPP a été une occasion aujourd'hui de débattre et d'échanger sur les différents thèmes préparés par les organisateurs. Le premier thème donc apporté ce matin sur l'unité, l'égalité et la paix, et aussi sur le moyen de savoir si aujourd'hui le parti est sur la trace de ses aînés. Le débat a été intense et riche entre les participants. Les aînés ainsi que la jeune génération sont intervenus à tour de rôle durant le débat, ponctué par les interventions du modérateur et des membres du comité exécutif. Après la clôture du débat sur le premier thème, donc, nous avons recueilli des réactions des participants à la rencontre citoyenne d'aujourd'hui. Cette première journée où le thème était Djibouti après 40 ans, est-ce que nous sommes sur le chemin de nos aînés? Les recommandations qui ont été faites aussi bien par les panélistes que par le public qui a réagi étaient en sorte que, bien entendu, nous sommes sur le chemin de nos aînés, mais il faut peut-être renforcer cette paix, cette sécurité, cette unité nationale qu'on a si chèrement acquise, doit être consolidée et renforcée. C'était les recommandations d'un des participants. Quelqu'un d'autre avait parlé également de cette paix qu'on a héritée de nos aînés, cette paix qu'on a essayé aussi d'exporter vers nos voisins et qui nous a permis aujourd'hui d'être ce que nous sommes. Cette paix, on l'a exportée chez nos voisins lors de la conférence d'Arta. On a organisé plusieurs conférences pour la réconciliation somálienne parce que, comme le disait un de nos aînés, on ne peut pas être en paix si nos voisins ne sont pas en paix. Donc c'est la raison pour laquelle Djibouti a beaucoup investi en énergie, en temps, dans la consolidation de la paix d'un point de vue régional, et c'est cette paix-là, et c'est la reconnaissance de la communauté internationale qui nous a permis d'avoir plusieurs bases étrangères installées sur nos pays pour justement renforcer la sécurité et la paix dans la région, mais également beaucoup d'investisseurs se sont installés dans notre pays parce que quelqu'un qui veut investir, nous disait un de nos aînés, quelqu'un qui veut investir dans un endroit qui est sécurisé, dans un endroit qui connaît. Également dans l'actualité, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed, à la tête d'une importante délégation composée notamment de Khadra Ahmed, ambassadrice et représentante de la mission permanente de Djibouti à Genève, Hussein Eliach, directeur de l'environnement et du développement durable, et du coordinateur national des projets ainsi que du conseil technique, a pris part au segment de haut niveau de la première conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure qui va se tenir du 28 au 29 septembre au Centre international de conférences de Genève en Suisse. Cette première conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure, dont Djibouti, rappelons-le, a été le deuxième pays qui a ratifié, s'est tenu sous l'égide de la présidente de la Confédération suisse. Cette importante rencontre, donc, dans le thème retenu pour cette année, dire adieu au mercure, a vu également la participation de plus d'une vingtaine de ministres, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et des ambassades. Au cours de cette première réunion, des points importants tels que l'offre du gouvernement suisse pour l'accueil du secrétariat permanent de la convention de Minamata sur le mercure à Genève, le règlement intérieur de la dite convention ainsi que les modalités de gestion des déchets et des matériaux contenant du mercure ont été abordés. Et en marge de cette conférence, Moussa Mohamed s'est entretenu donc avec le secrétaire d'État chargé de l'environnement helvétique et président de la COP 1, Marc Chardonnès, en présence de la représentante de la mission permanente de Djibouti à Genève. L'entretien donc a porté essentiellement sur les
voies et moyens de consolider les relations entre les deux pays et notamment le renforcement des capacités sur le mercure et de façon générale sur les produits chimiques et également le renforcement sur les énergies renouvelables. Durant cet entretien, le ministre de l'Habitat a fait part à la délégation helvétique du soutien de Djibouti à l'offre de la proposition du gouvernement suisse d'abriter donc le siège de la convention de Minamata à Genève. Et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, dans l'après-midi du 27 septembre dernier, les gendarmes stationnés au poste du lac Assal ont encore une fois mené une opération de ratissage dans le secteur de Adokoma, situé non loin de la tombe japonaise Fukuzawa et au large des côtes du Gubeta. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé donc 96 immigrés clandestins, dont 13 femmes d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants donc ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture de la part de la gendarmerie nationale et à l'issue, elles ont été reconduites le 28 septembre, donc hier, à la frontière du Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale. Et dans le cadre des opérations de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe des gardes-côtes djiboutiens a intercepté donc le 25 septembre dernier à minuit 7 embarcations en activité de pêche illégale et transportant une quantité très importante de poissons au large des îles Sept Frères et de Godoria. Les gardes-côtes djiboutiens donc ont aussi mis le feu à la vedette de Marc Galba. Ce dernier donc transportait plus d'une centaine d'immigrés clandestins. Les immigrés donc ont été pris en charge par l'institution. 25 membres d'équipage éminents en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes donc poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité incommensurable nos ressources halieutiques et exercent tout type de trafic. L'enquête a été confié à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et les individus donc qui ont été arrêtés seront traduits devant la justice et leurs embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Sport à présent, la fédération de football djiboutienne de football, donc en collaboration avec la fédération internationale de football, la FIFA, a organisé une cérémonie de clôture de formation d'arbitrage au profit donc des arbitres djiboutiens. La cérémonie donc de clôture a été présidée par le vice-président de la fédération djiboutienne de football et président par intérim Roufa et a vu la participation du comité directeur de la fédération. Cette formation qui a duré donc une période de 5 jours a pour objectif de renforcer le niveau et la prestation des arbitres locaux afin de parvenir à la participation aux compétitions régionales et internationales. Et cet atelier de formation a été dirigé donc par 2 instructeurs d'arbitrage de la FIFA, en l'occurrence Mohamed Gabouni et un inspecteur ivoirien. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de développement du football et du football donc djiboutien. Les matinées en cours, c'était des explications, des clips. Et l'après-midi sur le terrain, des exercices pratiques avec les joueurs, des simulations de situations de match pour voir exactement avec les arbitres comment se comporter, comment anticiper, comment lire l'action, comment prendre des décisions. Donc ça a été ça l'objet des 5 jours de cours et nous repartons très satisfaits parce que nous avons vu un bon groupe, très solidaire, très soudé, avec beaucoup d'abnégation au travail, mais surtout un groupe d'instructeurs locaux très compétents. On a pu voir qu'un travail était fait localement et cela nous réjouit parce qu'ils vont prendre aussi le relais de ce qu'on a fait pendant les 5 jours. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la sécurisation des systèmes pastoraux, la coopérative agro-pastorale de Harugami, regroupant l'ensemble des fermes agro-pastorales de la périphérie du chef-lieu de la région de Dikil, a entrepris une initiative sociale et d'une importance capitale pour le développement de l'agro-pastoralisme dans les régions du Sud. En effet, dans la journée du jeudi, la coopérative agro-pastorale, en étroite collaboration avec le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture et la FAO, ont organisé donc au sein du conseil régional de Dikil un important atelier de sensibilisation des agriculteurs et éleveurs sur les objectifs et les résultats attendus de la mise en place et du fonctionnement de la boutique des intrants agro-élevage pour les régions du Sud. Outre la coopérative de Harugami, porteurs de ce projet ont été conviés à prendre part à ce premier atelier de vulgarisation sur l'utilité capitale de la mise en place d'une boutique des intrants agro-élevage, la coopérative de Gobaad dans le secteur de As'ila, la coopérative de Mouloud, la coopérative de Halle dans la sous-préfecture de Yoboki, Abhaïtou, Chekhaïtou et Assamo dans la région d'Ali Sabié. Notons enfin que la coopérative d'Assamo en provenance d'Ali Sabié était conduite par le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture.
bientôt le jour. La création de cette boutique, nouvelle politique du ministère de l'Agriculture pour... Et d'à présent, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Donc, comme nous l'avons annoncé donc, dans les titres, Recep Tayyip Erdogan a reçu donc, le président russe Vladimir Poutine après le référendum kurde en Irak. Donc, le front d'Ankara et de Moscou s'allient contre le Kurdistan, Samatar. Oui, effectivement, Ahmed, le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont entamé hier à Ankara des négociations. Les pourparlers qui doivent porter sur un grand nombre de questions, y compris le problème syrien, se tiennent à huis clos à la résidence du dirigeant turc. Après le référendum pendant cette période sensible, nous devons empêcher le gouvernement régional irakien de commettre des fautes encore plus graves, a affirmé Recep Tayyip Erdogan, le président de la République turque. Il est très important que la communauté internationale prenne position pour soutenir l'intégrité territoriale irakienne et la politique de l'unité. Les conditions sont unies pour empêcher une guerre fratricide entre Syrie, estime le président russe Vladimir Poutine, pour éliminer les terroristes. Ouvrez la voie pour les gens reviennent sur une vie normale. C'est un problème important non seulement pour le peuple syrien, mais aussi pour le monde entier. Les autorités turques et russes qui soutiennent des camps opposés en Syrie ont annoncé la signature d'un accord il y a 2 semaines pour déployer conjointement des forces de maintien de l'ordre dans la région d'Idlib, dans certaines zones de la région Lataki, Hama et Alep. Merci Samatar pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité.